Ou votre retraite vous importe plus que la vérité? L'argent vient de chez nous. Le meurtrier sera libre. C'est le prix à payer. La pluie sur la verrière du nouveau palais de justice de Paris, aux Batignolles, ne lavait rien. Elle ne faisait qu'ajouter une couche de gris sur une ville qui en avait déjà trop. Dans le box vitré du parloir, le commandant Jacques Cordier, 55 ans, dont 30 à la crime, regardait la femme assise face à lui. Maître Nora Walid. 30 ans, un tailleur Saint-Laurent coupé au millimètre, et ce regard qui ne s'excusait jamais d'être là. Pour Cordier, elle représentait tout ce qui clochait dans le système judiciaire moderne. Brillante, certes, mais prête à tordre la réalité pour transformer des voyous en victimes sociétales. Entre eux, sur la table blanche scellée au sol, le dossier « Affaire Driss Mobarek ». Un gamin de cité accusé d'avoir égorgé Hélène de Valmont, une riche veuve du 16e arrondissement, pour une collection de bijoux fantaisie. « Votre client est coupable, maître », lâcha Cordier avec la lassitude de celui qui a déjà joué cette scène 1000 fois. 3 témoins l'ont vu sortir de l'immeuble couvert de sang. L'ADN partiel colle. On a retrouvé la bague de la victime dans sa poche. C'est plié. Nora ne cligna pas des yeux. Elle sortit une chemise cartonnée rouge de sa sacoche en cuir. Pas une clé USB, pas une tablette, du papier, le poids du physique. 3 témoins, commandant. Vous parlez du concierge qui a besoin de lunettes cul-de-bouteille et des 2 ouvriers qui travaillaient sur l'échafaudage d'en face? Ils ont été formels lors du tapissage. Ils ont été achetés, Jacques. Cordier eut un petit rire sec, un bruit de gorge désagréable. Le couplet du complot, je l'attendais. C'est la carte maîtresse de votre cabinet, non? La victimisation systémique. Regardez, l'interrompit-elle. Sa voix était calme, trop calme. C'était le calme qui précède la rupture d'un barrage. Elle fit glisser 3 feuilles imprimées vers lui. Des virements offshore émis 3 jours avant le meurtre vers des comptes au Luxembourg ouverts au nom des épouses de vos 3 témoins. La somme est identique pour chacun, 20 000 €. Cordier jeta un œil par pure formalité, prêt à démonter la falsification, mais son œil professionnel, formé à déceler les faux, s'accrocha à un détail. Les codes SWIFT. Ils étaient authentiques. Les dates de valeur correspondaient aux horaires bancaires réels. C'est facile de fabriquer des feuilles Excel, grogna-t-il, mais sa voix avait perdu de son arrogance. Vérifiez, dit-elle simplement, ou votre retraite vous importe-t-elle plus que la vérité? Elle se leva, lissant sa jupe avec une précision chirurgicale. Je dépose une requête en nullité demain à 9 heures. Vous avez 12 heures pour décider si vous voulez être celui qui a arrêté un innocent ou celui qui a découvert qui a payé pour qu'il le soit. Elle sortit, laissant flotter derrière elle un parfum de santal et une menace silencieuse bien plus lourde que la pluie. Cordier passa la nuit au Bastion, le nouveau siège de la PJ. La lumière crue des néons lui brûlait la rétine. Il avait fait tourner ses contacts aux fraudes bancaires. À 3h42 du matin, le verdict tomba sur son écran. Les virements étaient réels. 60 000 € avaient bien été versés pour acheter les témoignages. Cordier sentit un gouffre s'ouvrir sous sa chaise de bureau ergonomique. Si les témoins mentaient, Driss Mobarek n'était pas aux 24 rue de la Pompe ce soir-là. Le gamin hurlait son innocence depuis le début, et Cordier l'avait traité avec le mépris habituel réservé aux habitués de la garde à vue. Mais qui avait payé? La logique policière était un rail. Cui bono? À qui profite le crime? Hélène de Valmont était riche. Son mari, Charles de Valmont, était un promoteur immobilier au bord de la faillite. Un classique. Le mari tue, fait accuser le petit délinquant du coin et paie des témoins pour verrouiller l'affaire. Cordier appela Nora. Il détestait admettre sa défaite, mais il détestait encore plus être manipulé par un bourgeois du 16e. « Vous aviez raison, dit-il sans préambule quand elle décrocha à la première sonnerie. « Je sais. Je vais chercher Valmont. C'est lui qui a payé. C'est lui le commanditaire. Je fais libérer le gamin demain matin.
Merci, commandant. Il y avait une hésitation dans la voix de l'avocate, une fraction de seconde de silence qui ne collait pas avec le triomphe. « Faites attention à vous, Jacques », ajouta-t-elle avant de raccrocher. Cordier posa le téléphone. Pourquoi cette mise en garde? Il était flic, Valmont n'était qu'un promoteur véreux, il n'y avait pas de danger. Sauf si le danger ne venait pas de Valmont. Le lendemain, Cordier ne put pas arrêter Valmont, parce que Charles de Valmont était à Tokyo le jour du meurtre et les jours précédents. Alibi en béton armé, confirmé par l'ambassade et les caméras de l'aéroport de Narita. Impossible qu'il ait organisé les virements depuis là-bas sans laisser de traces numériques. Or, l'ordre de virement avait été passé depuis une adresse IP à Paris. Cordier remonta la piste numérique de l'IP. Il s'attendait à un cybercafé ou un VPN. L'adresse le mena au cœur de Paris, dans le 1er arrondissement, au 36 quai des Orfèvres, l'ancien siège. La corruption interne. L'ordinateur qui avait servi à payer les témoins appartenait à la brigade financière, plus précisément au bureau du commissaire divisionnaire Masson, le mentor de Cordier, l'homme qui lui avait tout appris. Cordier s'assit sur un banc du quai des Orfèvres face à la Seine boueuse. Le monde tanguait. Masson avait payé des témoins pour faire condamner un gamin de banlieue. Pourquoi? Pour clore une affaire rapidement et soigner les statistiques du ministère? Il convoqua Nora Walid dans un café anonyme près de Châtelet. Le bruit des tasses et des conversations couvrait leur échange. « Ce n'est pas Valmont », lâcha Cordier. « L'argent vient de chez nous, des fonds secrets de la police. » Il observa la réaction de Nora. Il s'attendait à de la surprise, de l'indignation. Elle but une gorgée de son espresso, le regard fixe. « Je sais, dit-elle. » Cordier se figea. « Vous saviez? Vous m'avez envoyé sur la piste de Valmont en sachant que c'était un cul-de-sac? Je vous ai envoyé chercher la vérité, commandant. Je savais que vous remonteriez la piste bancaire. » Pourquoi Masson ferait ça? Driss n'est personne. Nora posa sa tasse. Ses mains ne tremblaient pas, mais ses jointures étaient blanches. Driss n'est pas personne pour Masson. Driss est le fils naturel qu'il a eu avec une informatrice il y a 20 ans. Une informatrice qui menaçait de tout révéler, car Masson visait la préfecture de police. Le parricide inversé. Cordier écarquilla les yeux. « Vous me dites que Masson veut faire condamner son propre fils illégitime pour meurtre afin de s'en débarrasser? C'est monstrueux !»« C'est efficace, » corrigea Nora. « En prison à perpétuité, le garçon est discrédité, silencieux. Une pierre deux coups. Il résout le meurtre de la vieille Valmont et il enterre son secret biologique. » Cordier sentit la nausée monter. C'était plausible. Masson était un tueur politique. « Je vais le coincer, » gronda Cordier. « Je vais prendre ses preuves, aller à l'IGPN et faire tomber Masson. Driss sera libre ce soir. » Nora le regarda avec une étrange tristesse. « Vous êtes un homme bien, Jacques, finalement. C'est dommage. » Cordier retourna au bastion, les preuves imprimées contre Masson dans sa poche intérieure. Il se sentait comme un croisé. Il allait nettoyer les écuries. Il entra dans le bureau de Masson sans frapper. « C'est fini, patron. Je sais pour les virements. Je sais pour Driss. » Masson, un homme massif aux cheveux argentés, leva les yeux de ses dossiers. Il n'avait pas l'air coupable. Il avait l'air confus. « De quoi tu parles, Jacques? Quel virement? Ceux que tu as faits pour acheter les témoins contre ton fils. »« Mon fils? Jacques, tu as bu? Je suis stérile depuis 1995, cancer des testicules, tout le service le sait. » Le temps s'arrêta. Cordier sortit les relevés bancaires donnés par Nora. Masson les saisit, mit ses lunettes. « Jacques, ces numéros de compte, ce ne sont pas ceux des témoins. Ce sont des comptes inactifs saisis par les douanes il y a 10 ans. Et cette signature numérique, regarde le timestamp. » Cordier regarda de plus près. Vraiment de plus près. C'était un faux parfait, indétectable pour un amateur. Mais Masson, expert en finance, voyait les failles. « Qui t'a donné ça ?» demanda Masson. La manipulation de Nora. Le téléphone de Cordier vibra. Un message de Nora. Une simple photo. C'était une photo d'archive datée de 2005. On y voyait une petite fille de 10 ans en pleurs devant un immeuble HLM, alors que la police emmenait son père menotté. Le policier qui tenait le père par le bras, c'était Cordier. Jeune, brutal. Le père était Ahmed Walid.
un homme que Cordier avait arrêté pour un braquage sanglant. Ahmed s'était pendu en cellule 2 jours plus tard, clamant son innocence jusqu'au bout. Cordier comprit tout en une seconde glaciale. Les virements n'existaient pas. Masson n'a rien fait. Driss n'était pas le fils de Masson. Nora avait tout inventé. Les preuves de corruption, les liens de parenté, tout. Mais pourquoi ? Il courut vers sa voiture. Il fonça vers le cabinet de Nora Walid. Il devait comprendre. Il la trouva dans son bureau, en train de ranger des cartons. Elle l'attendait. « Tout est faux », souffla Cordier hors d'haleine. « Les témoins n'ont jamais été payés. »« Si, ils l'ont été », répondit Nora calmement. « Mais pas par Masson, pas par Valmont, par moi. » Cordier recula, heurtant le cadre de porte. « Vous avez payé des témoins pour qu'ils accusent faussement votre propre client? Vous êtes son avocate ?» Le sacrifice. Nora se tourna vers la fenêtre. « Driss est coupable, Jacques. Il a tué Hélène de Valmont. Il me l'a avoué dès le premier jour. Il l'a égorgée pour une bague à 2000 €. C'est un petit monstre sans conscience. » Alors pourquoi ? Parce que pour réviser le procès de mon père, il me fallait un scandale. Il me fallait prouver que la brigade criminelle fabrique des preuves. Elle se tourna vers lui, les yeux secs, brûlant de cette fièvre qu'ont les martyrs. J'ai payé les témoins pour qu'ils mentent. J'ai créé les faux virements impliquant Masson. J'ai laissé des traces menant à la police. Vous avez fait accuser des flics innocents. Innocent, hurla-t-elle soudain, brisant le masque. Vous avez tué mon père. Vous avez ignoré son alibi il y a 20 ans parce que c'était un arabe et que vous vouliez boucler l'enquête avant le week-end. Il s'est pendu, Jacques. Elle reprit son souffle. Je ne pouvais pas prouver votre faute d'il y a 20 ans. Les archives ont disparu. Alors j'ai créé une faute aujourd'hui. J'ai fabriqué une affaire Dreyfus moderne. Demain, les médias sortiront que la police paie des témoins. L'IGPN va ouvrir tous les placards. Masson tombera. Vous tomberez. Le système sera en feu. Et Driss ? Demanda Cordier, horrifié. Driss sera acquitté au bénéfice du doute à cause du scandale des témoins. Un meurtrier sera libre. C'est le prix à payer. Elle s'approcha de lui. C'est ce que vous m'avez appris, non ? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Driss est l'œuf que je casse pour détruire votre cuisine. Cordier sortit son arme de service, par réflexe, puis la rangea. C'était inutile. Il avait les menottes, il pouvait l'arrêter. Il avait l'aveu. Mais il revit le visage d'Ahmed Walid. Il se souvint de ce vendredi soir de 2005. Il se souvint d'avoir jeté l'alibi d'Ahmed à la poubelle parce qu'il avait un match de foot à voir. Il savait, au fond de lui, qu'il avait tué cet homme par négligence et racisme ordinaire. Nora tendit ses poignets. « Allez-y, commandant, arrêtez-moi. Mais si vous le faites, vous devrez expliquer pourquoi les virements mènent à l'ordinateur de Masson, car j'ai vraiment hacké son poste pour laisser les traces. Si je tombe, j'emmène toute la brigade avec moi pour corruption et faux en écriture publique. » Ils restèrent face à face. Le vieux flic brisé par ses péchés passés, et la jeune avocate corrompue par sa soif de justice. Deux monstres créés par le même système. Cordier sortit son téléphone. Il composa le numéro du procureur. Nora retint son souffle. « Monsieur le procureur, ici Cordier. Oui, pour l'affaire Mebarek. » Il plongea son regard dans celui de Nora. « Il y a un vice de procédure majeur. Les témoins ne sont pas fiables. Nous n'avons plus de dossier. Je demande la relaxe immédiate. » Il raccrocha. Nora baissa les mains, stupéfaite. « Pourquoi ? » « Parce que vous avez raison, » dit Cordier d'une voix éteinte. « Je suis coupable pour votre père. » Il se dirigea vers la porte, le dos voûté, semblant avoir vieilli de 10 ans en 1 minute. « Driss est libre. Un tueur est dans la rue. Vous avez gagné, maître. Vous avez obtenu votre vengeance. » Il posa la main sur la poignée. « Mais essayez de dormir ce soir, Nora. Essayez de dormir en sachant que la prochaine victime de Driss sera sur votre conscience, pas sur la mienne. Nous sommes quittes. » Il sortit. Nora resta seule dans son bureau luxueux. Elle avait gagné. Elle avait détruit l'homme qui avait tué son père.
Elle avait exposé le système. Elle regarda par la fenêtre. En bas, sur le trottoir, Driss sortait d'un taxi, libre, un sourire carnassier aux lèvres, jouant avec un couteau papillon. Nora ferma les yeux. Pour la première fois de sa vie, elle eut peur du noir.